Merci beaucoup Jean-Marie Roire de nous recevoir chez vous. C'est rare pour nos émissions qui sont plutôt tournées au siège du nouveau conservateur. Mais alors ça tombe bien, nous déménageons et donc nous élisons domicile pour une bonne heure dans cet appartement qui vraiment dit beaucoup de vous. D'abord il est très beau, nos téléspectateurs peuvent voir un décor d'écrivain typique. Et encore, vous me disiez que la plupart de vos livres sont en Corse, parce que les livres débordaient, et vous n'avez pas pu tout garder. En tous les cas, vous avez gardé beaucoup de tableaux, et j'espère qu'on en verra, grâce à notre technicien Maxime, quelques-uns, puisqu'ils sont le sujet de votre dernier livre, à paraître ce mois de mai 2023, consacré à votre père. Votre père, Augustin Roire, peintre, curieux personnage, et votre ouvrage s'appelle « Entre père et fils ». C'est aussi les relations entre lui et vous, votre famille, nous allons le voir, très notable, et vous-même, et finalement votre enfance. Alors, famille de peintres, on se perd un peu, tellement ils sont nombreux. Morisot, Manet, beaucoup de collectionneurs, Henri Roire, qui avait une des plus belles collections de peintres impressionnistes, je crois. De tout, pas seulement impressionniste. Ah non, non, il avait un peu de tout. Un Velázquez, il était... Oui. Non, il était... Si vous voulez, c'est pour ça, je crois, c'était un formidable amateur d'art, mais pour lui, l'impressionnisme n'était pas une révolution. Pour lui, l'impressionnisme, c'est une évolution. Il a collectionné Manet et surtout Degas. Mais vraiment, il y avait aussi des Corot qui étaient beaucoup moins, qui n'étaient pas impressionnistes, mais beaucoup de tableaux, des Goya, des Velázquez. Oui. Alors, vous êtes né, on peut le dire, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans une famille qui fait toujours penser à la formule de rêveuse bourgeoisie, c'est-à-dire bien installée, mais en déclin, on peut dire, avec un père et une mère certainement adorables par leur singularité. Commençons par votre mère. Vous parlez plus de votre père, mais votre mère, vous en faites un portrait de sainte. Votre père était plein de foucades, de mélancolie, et pas très bon gestionnaire de son héritage. Et votre mère a tout supporté avec un sourire, un fin sourire et beaucoup d'amour en réalité. Oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir en effet des parents très aimants et des parents qui en même temps connaissaient les difficultés financières alors qu'ils appartenaient à une famille avec beaucoup de moyens, une famille très riche, de la grande bourgeoisie. Et mes deux arrière-grands-pères étaient très riches. Mais en même temps, c'était aussi des artistes. C'était curieusement une famille de grands bourgeois artistes, ce qui est quand même assez rare. Et donc, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, donc mon père et ma mère vivaient chichement, ce qui est difficile quand on appartient à la bourgeoisie parce que il y a des habitudes, il y a la première communion, le costume d'étonne, enfin vous voyez, c'est-à-dire que on est pris dans un système finalement bourgeois en étant un peu déclassé. Donc votre allusion à rêveuse bourgeoisie est tout à fait juste et mon intérêt littéraire pour Drieux-La Rochelle est certainement venu de cette identification que j'ai pu faire avec le caractère déclassé de Drieux. Mais c'était des parents vraiment très aimants, très doux, et surtout cimentés par ce goût de l'art, cette passion de quelque chose qui les dépassait, surtout mon père. Ma mère certainement souffrait, mais sans rien dire, de cette difficulté pour une femme. Surtout, c'était une époque très difficile pour les femmes. C'était avant
la machine à laver la vaisselle, c'était même avant la machine à laver. Enfin, vous voyez, c'était les années de la guerre et de l'après-guerre étaient très difficiles matériellement. Et étrangement, je me souviens encore, vous voyez, pendant la guerre, des bombardements et de cette angoisse qu'il y avait. Il y avait des sirènes qui appelaient les gens à descendre dans le métro. Et on quittait tout, on abandonnait tout, et on se retrouvait dans le métro dans une espèce de... Et j'avais 2 ans. Vous avez des souvenirs? 2 ans. J'ai des souvenirs, oui, j'ai des souvenirs. À 2 ans? De ces angoisses. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point, et j'ai le souvenir aussi de la présence de ma mère, tellement rassurante, en face d'un père qui, lui, était tout entier en angoisse. Voilà, c'est un homme qui était très angoissé. Un esprit de perfection poussé très très loin, qui le rendrait malheureux. C'est-à-dire, cette vision de l'art que j'ai eue très tôt, puisque mon père a fait énormément de portraits de moi, j'étais son à la Il voir. braquait une lumière alors que vous étiez encore la au nuit, berceau. il me réveillait. Ben, vous vous voyez, racontez cela il me réveillait. pour pouvoir vous peindre alors et que je me vous souviens, étiez enfant et même dans les langes. Et je me souviens de cette lumière braquée sur moi, et j'avais à ce moment-là 2 ou 3 ans. Vous voyez, c'était... Et je me souviens la nuit de m'être réveillé, d'avoir vu mon père avec son crayon en train de me peindre. Mais cette passion qu'il avait pour l'art était une passion douloureuse. Et voilà, donc c'était un personnage à la fois spirituellement très fort, très catholique, d'ailleurs j'ai posé un peu plus tard en Christ, à l'âge de 18 ans, il m'a posé en Christ, et un personnage douloureux, d'une très forte spiritualité, oui. Et un amour de l'art, alors, extraordinaire. Qui fut sa joie quand même. Qui fut sa joie, bien sûr. Tourmenté, mais il allait peindre ici ou là, et il trouvait ce qu'il cherchait. Que cherchait votre père en peignant son fils? À plusieurs âges de la vie d'ailleurs, à quelques mois, quelques années, il vous peignait encore quand vous avez 18 ans. L'enfance, l'innocence de l'enfance. Vous savez, un peintre, et surtout un peintre dans la tradition picturale de mon père, qui était très éloigné de l'abstraction. Il était très à l'écart des courants. Figuratif. On a placé dans la catégorie des peintres du réalisme magique, ce qui va assez bien. Non, ce qu'il cherchait, c'est ce que cherchent tous les artistes, c'est-à-dire à atteindre le beau, à atteindre la beauté, et atteindre finalement la vision qu'il avait de la beauté. Et cette vision, elle était née de son amour fou pour toutes les formes d'art, mais particulièrement les peintres. Et ses modèles, c'était les peintres italiens, les peintres hollandais, et c'était, disons, Holbein et Dürer. C'était ces 2 dieux, vraiment. Et donc, plus que Picasso ou... Ah non, Picasso, c'est pas du tout son univers. Il était très à l'écart des courants dominants de son époque. Très à l'écart. Et il s'en fichait. Il y a une indifférence assez belle. Oui, il s'en fichait. Et même un retrait du monde, même. Ce qui est plus courageux, c'est d'avoir été à l'écart de l'impressionnisme, qui avait été l'élément presque constitutif de ma famille, puisque non seulement mes 2 arrière-grands-pères avaient été mon arrière-grand-père, Henri Le Roll, sa fille a eu son portrait par Renoir, c'est la jeune fille au piano de Renoir, et puis il y a eu 2 autres portraits par Renoir. Mon arrière-grand-père lui-même, Henri Le Roll, a été peint par Renoir, il était très ami de Renoir, donc ils étaient très amis de Berthe Morisot, des impressionnistes. Et mon père... Berthe Morisot, je vous coupe, qui est de votre famille. Qui est de ma famille, enfin, sa fille a épousé le frère de mon grand-père. C'est ça, oui. Enfin, on ne peut pas citer tous les noms, il y a même Paul Valéry, enfin, c'est l'armorial est là tout entier autour de vous, veillant sur vos mains. Oui, enfin, ce qui est important, c'est ce qu'on fait par soi-même. C'est vrai, familles, vous l'avez montré, oui. Les familles, c'est très bien, moi, je ne renie pas ma famille, mais ce qui a été important pour moi, c'est d'essayer d'exister par moi-même. Voilà. Mais en ce qui concerne mon père, je pense que ce qu'il cherchait, c'était le beau. Et finalement, il le trouvait à travers des modèles qui pouvaient être moi, qui pouvaient être aussi des paysages ou des natures mortes. Et d'ailleurs,
Et ici, il y a beaucoup de nature morte de mon père. Voilà. Donc c'était je crois que c'est très difficile de savoir ce que cherche un artiste. Mais je peux dire que ce qu'il m'a inculqué, justement, c'est cette forme de probité artistique. Et cette forme de passion artistique absolue. Vous dites dans un entretien au Nouveau Conservateur, dont je vous remercie, que vous, comme lui, ne cherchez pas tant la nouveauté que la vérité, c'est-à-dire la beauté. Il était très à l'écart du neuf, quoi. Ça me paraît absurde, oui. Pardon, c'est vrai. Pour un artiste de chercher la nouveauté. Ça me paraît débile. Parce que c'est une débilité très, très fréquente. Mais c'est une débilité moderne. Pas qu'en peinture, en politique aussi, je vous signale. Mais dans tous les domaines, non. Je crois que la vérité, est-ce qu'elle est forcément nouvelle? Parce que la vérité, c'est un choc. Nouvelle. À partir du moment où vous êtes vrai, vous êtes vraiment vous-même, il n'y a pas d'art sans vérité. Alors, quelquefois, cette vérité apparaît comme nouvelle. Bon, c'était le cas avec Manet, ça paraît nouveau, mais ça paraît, par exemple, quelquefois, c'est pas visible. Regardez Stendhal. Oui. Stendhal était extraordinairement moderne, mais tout le monde considérait que c'était un petit maître du XVIIIe. Voilà. Donc, vous savez, cette idée de modernité, je trouve que c'est une idée les plus absurdes de notre époque. Elle est finie, elle est complètement à plat, la modernité. Mais je crois, ce que je crois, et j'aime beaucoup la phrase de Salvador Dali dans Les Cocus du vieillard moderne, qui disait « Ô peintre, ne te préoccupe pas d'être moderne, tu le seras, hélas, forcément. » Bon. Non, donc mon père était vraiment obsédé, vraiment ses maîtres, c'était les maîtres, mais c'était non seulement les maîtres de la Renaissance, mais c'était aussi, bien sûr, Ingres, c'était Degas, voilà, c'était un homme qui était très épris du dessin. Voilà. Pour lui, le dessin comptait énormément. Alors, ceux qui nous écoutent et nous regardent voient défiler certaines toiles de votre père qui ornent la pièce où nous enregistrons cette émission, qui est d'une très très grande beauté, enfin, et lumineuse. Vous avez donc organisé plusieurs expositions. Il y a beaucoup de toiles de votre père au Petit Palais. Il y a une exposition dans la mairie du 6e arrondissement qui a eu grand succès. Et puis il y en a une bientôt dans le 8e arrondissement. Et ceux qui sont parisiens ou qui sont en province et qui viendraient à Paris, je les invite vivement à aller voir cette exposition qui est au mois de juin, je crois. Mai. Au mois de mai. Au moment où paraît ce livre Entre père et fils chez Gallimard, où vous nous racontez tout ça avec beaucoup d'illustrations, si bien que le livre est somptueux. Alors, mais ce père, il y prend des idées fantasques. Par exemple, comment se fait-il que lorsque vous aviez 5 ou 6 ans, il vous confie à une famille de Noirmoutier, parce qu'il y a aussi chez vous beaucoup de paysages français. Il y a le Béarn, il y a des châteaux que vous avez vus disparaître, de belles maisons de votre famille, une, je crois, à Sucy-en-Brie. Noirmoutier a eu un sort aussi un peu triste, mais à Noirmoutier, tout à coup, vos parents vous confient à un couple, Jeanne et le Japonais, de gens pauvres, pleins d'amour, et qui vous, pendant des années, qui vous élèvent dans un cadre entièrement différent de celui auquel vous êtes habitué. Racontez-nous un peu cette vie très fruste, qui marque votre enfance quand même. Oui, bien sûr, mais qui lui a donné de la magie. Parce qu'en effet, c'est l'histoire du petit Pousset. C'est un jour, mes parents ont décidé de me confier. Donc, à les pêcheurs de Noirmoutier, j'avais 4 ans, jusqu'à l'âge de 8 ans. Pendant 4 ans, je ne retrouvais mes parents que l'été. Quand ils venaient à Noirmoutier. Quand ils venaient à Noirmoutier. Et je dois dire, au début, ça a été un choc un peu violent de ne plus avoir mes parents. Et puis, petit à petit, je me suis habitué, parce que j'étais adoré par cette famille, qui n'avait pas d'enfants. Et le paysage de Noirmoutier, surtout à cette époque-là, c'était avant le fil de fer barbelé et toutes les constructions horribles qui, depuis, ont dénaturé cette île magnifique. Il y avait la plage, il y avait l'océan, le vent, et puis des gens vraiment adorables. Et puis,
ce caractère, au fond, assez, ce dénuement, on s'éclairait à la bougie, il n'y avait pas de gaz, pas d'électricité. On vivait dans la cuisine, autour d'un grand poêle qui jouait un rôle énorme, parce que ce poêle sert à tout, peut-être que vous le racontez. On allait chercher l'eau dans le puits, voilà. Et ces pêcheurs, vraiment, qui racontaient beaucoup d'histoires. Enfin, c'était tout un univers que j'ai moi-même adoré, je veux dire. Et ça a été dur. Beaucoup plus que l'appartement du... Voilà. Et quand j'ai retrouvé l'appartement... Montparnasse, un peu triste. Voilà, du boulevard Montparnasse, quand je suis revenu de Noirmoutier. À 8 ans. Et là, j'ai été confronté au fond, je n'aimais pas tellement l'atmosphère des villes. D'autant plus que, comme j'avais été un peu chahuté dans mes études, je dois l'avouer, que j'étais complètement nul en classe. Nul en classe, tellement nul qu'à un moment... au moment du passage en 6e, le directeur du collège, Saint-François-Xavier, a dit qu'il fallait mieux que j'étais un peu débile sur le plan scolaire, qu'il fallait mieux me diriger vers l'apprentissage. Oui, votre père était d'accord avec ça. Et mon père était tout à fait d'accord, parce que nous avions un ébéniste dans la famille qui s'appelait Jacob Desmalter, et il trouvait très bien que je sois ébéniste. Mais c'est encore de l'art, ça. Et c'est encore de l'art. Mais enfin, moi j'ai refusé, je voulais faire des études, j'ai toujours voulu... Moi je me rêvais en normalien, vous voyez. Mais vous êtes toujours rêvé en écrivain, parce qu'il y a une ténacité pour écrire, ensuite une ténacité pour publier, contre une certaine adversité d'ailleurs, et ensuite pour entrer à l'Académie française. Non, parce que je crois, c'est peut-être mon père justement, par son seul défaut, enfin qui pour moi était un défaut, c'est-à-dire ne pas prendre sa vie en main pour exister dans la société, qui m'a amené très tôt à me dire il faut que je prenne ma vie en main, donc je n'abdiquerai pas. Et ça a été le cas pour mes études. J'ai eu beaucoup de mal à avoir mon bac, puisque je m'y suis pris à 5 reprises. Et ensuite, pour mon premier roman, quand c'est ce que j'appelle la ténacité, oui. J'avais 20 ans, mon premier roman a été refusé par 13 éditeurs. C'est ça, toujours. Mais j'ai eu quand même eu l'intelligence de me comprendre que ce refus tenait à la médiocrité du livre, parce que le livre était très mauvais, et que finalement c'était une chance. C'était une chance. Et vous avez remis l'ouvrage sur son métier? Et non, je ne l'ai jamais remis sur le métier, il était raté. Bon, ça a été douloureux qu'il soit refusé. Ah, vous en avez fait un autre? Mais bien sûr. Et j'ai attendu 10 ans, et quand ce livre a été accepté, à ce moment-là, j'ai compris que voilà, j'avais progressé, et voilà, celui-là a été digne d'être publié. Et quant à l'Académie, c'est vrai, je me suis présenté, comme pour le bac, 5 fois. Voilà, mais c'était... Et vous dites drôlement que vous étiez un peu inquiet le soir de votre élection, parce que vous aviez eu plus de voix que Balzac. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Quand on m'a posé la question, on m'a dit, vous êtes élu, vous êtes satisfait? J'ai dit non, je suis inquiet. J'ai eu 16 voix de plus que Balzac, qui avait eu 2 voix. Mon Dieu, alors... Je ne sais pas si on parle tout de suite de l'Académie, mais je voudrais quand même poursuivre le fil de votre vie, que l'on connaît assez facilement par vos livres, mais je ne sais pas si vous avez l'intention d'écrire des mémoires plus typiquement... non, pas. Je vois, vous dites non. Comment est venu le... Alors, il y a le journalisme, il y a d'abord vos premiers livres, il y a le journalisme, il y a le Figaro, qui joue un très grand rôle dans votre vie. D'abord, vous êtes un jeune journaliste, un peu versé dans les choses politiques, et vous décrivez très jeune encore, avec un petit peu de sens critique, beaucoup de recul en tous les cas, mais ça vous caractérise, comme votre père d'ailleurs. Les mœurs sous Pompidou, Chaban-Delmas, vous n'êtes pas très gentil avec Chaban-Delmas? Non, ah bon? Non, au contraire, Ah bon? C'est peut-être le seul engagement politique que j'ai eu, c'était en faveur de Chaban-Delmas. Non, j'étais très favorable à Chaban-Delmas. Ah bon. Je me suis trompé, parce que vous me taquinez un peu par-ci par-là. Mais... Ah oui, mais j'ai toujours été critique. C'est comme Jean d'Ormesson, que vous connaissez au Figaro à ce moment-là. Voilà, j'ai été gaulliste, et un gaulliste critique, mais je crois que l'amour, que ce soit doit toujours être un peu critique. On doit toujours garder ses distances. C'est ça, c'est le recul, oui. Ouais. Comment se fait-il que sa campagne que vous avez suivie en 1974 est échouée, parce qu'il finit à 15% alors qu'il était parti à 25% dans les sondages? Vous avez suivi ça? Ouais, bien sûr, parce que j'étais journaliste politique à ce moment-là, oui. Donc j'ai tout à fait suivi. Je crois que on ne va pas refaire l'histoire. Je crois qu'il était, pour des tas de raisons,
le rôle qu'a joué Jacques Chirac. Et la Qui le trahit, tout simplement. Oui, et puis enfin, c'est toutes les divisions de la succession de De Gaulle. Oui. Que vous avez vécu douloureusement, au fond. Non? Vous voyez, non, mais je vous avais êtes toujours gaulliste, accepté. mais vous avez vu le gaullisme dériver, c'est le moins qu'on puisse dire, non? Je dois dire, j'accepte la politique et j'ai jamais été un militant politique au point de souffrir, d'autant plus que moi je suis à la fois, disons, ma vision de la politique est très personnelle. Par exemple, j'ai eu une très bonne relation avec François Mitterrand, qui aimait bien mes ouvrages, donc il m'invitait, on le voyait. Bon, j'ai eu une relativement bonne relation avec Valéry Giscard d'Estaing, même si elles étaient plus barbelées, puisque je l'avais reçu à l'Académie, et c'est pas très bien passé. Mais, donc, mais disons... Ah oui, c'est vous qui avez reçu Valéry Giscard d'Estaing dans des conditions un peu controversées à l'Académie française. Oui, j'avais un peu ironisé sur ses livres. Sur son œuvre. Voilà. Mais disons, pour moi, la politique n'est pas l'essentiel. Oui. Et j'ai pu avoir des amis de tous les bords politiques. C'est pas ce qui me... Il me semble que la politique a tendance à séparer les hommes et que l'art les rassemble. Et ce qui m'intéresse, c'est l'art. Ça, c'est très net chez vous. Vous distinguez les opinions politiques des êtres et l'affection que vous pouvez avoir. C'est en chrétien que vous parlez, d'une certaine façon. Oui, mais vous savez, je crois que si on est français, on est forcément chrétien. Oui. Bon, on est forcément chrétien. Moi, je ne suis pas, disons, très pratiquant. Je ne suis pas du tout un dévot, puisque je ne suis pas très pratiquant. Et j'ai des tendances au paganisme et au polythéisme. Donc, vous voyez, je suis un chrétien un peu spécial. Et je n'oublie pas que le christianisme est né aussi de l'apport de la Grèce. Oui. Oui. Donc, je serais un peu un chrétien à la manière, ça serait un peu prétentieux de ma part, de Chateaubriand. Un païen à l'imagination catholique. Et puis, vous savez, quand on est confronté aux questions artistiques, on se rend compte que quelle importance que Courbet ait été républicain, que d'autres peintres aient été monarchistes, ou des écrivains. On oublie tout ça. C'est que ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant pour les moments que l'on vit, mais ça crée des divisions, et les divisions ne m'intéressent pas entre les êtres. Vous n'avez jamais songé à faire de la politique? Non. J'étais toujours passionné par la politique, oui. Mais passionné... puisque j'ai écrit plusieurs livres. Voilà. Les Feux du pouvoir, voilà, par exemple, livre par lequel je vous ai connu. Oui. C'était le premier livre de vous que j'ai lu. Mais parce que ce qui m'intéressait dans la politique, c'est pour ça que j'ai choisi, dès le départ, d'être un journaliste politique plutôt qu'un journaliste littéraire, c'était que c'est un centre d'observation passionnant, parce que les passions étaient démultipliées. Mais ça, c'est peut-être mon côté, peut-être un peu classique. C'est-à-dire, c'est peut-être l'influence de Corneille, de Racine, qui plaçaient leur tragédie dans ce contexte où les passions sont plus intenses, qui est autour du pouvoir. Voilà. Ce qui m'a intéressé, c'était la question du pouvoir. La passion qui se déchaîne. Les passions qui se déchaînent et que stimule le pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être cette imprégnation historique. Si vous voulez, moi je suis un lecteur de Plutarque, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'écrivains qui lisent Plutarque. Donc, oui, les snobs, si. mais donc, cette imprégnation, si vous voulez, de cette époque, d'ailleurs, le 19e siècle, on peut dire, tous les écrivains que j'aime, que ce soit Balzac ou Stendhal, sont des écrivains qui tournent autour du pouvoir. La question du pouvoir est vraiment centrale chez eux. Vous dites à propos de Stendhal qu'un livre a joué un grand rôle pour vous, c'est Le Rouge et le Noir. Oui, c'est vraiment le premier livre de Stendhal que j'ai lu très tôt, vers 13 ans ou 14 ans. Et tout de suite, Stendhal m'est apparu comme un écrivain à la fois joyeux, désespéré, et un écrivain de l'ambition. Et j'ai toujours aimé les écrivains de l'ambition. Alors, dans ces années 70, d'abord pour commencer, vous avez vécu dans une chambre de bonne, dont vous parlez souvent dans plusieurs de vos ouvrages, qui a beaucoup compté pour vous.
Non seulement parce que c'était une chambre de bonne, mais aussi parce que vous y receviez beaucoup, si je puis dire. Pardon de cette brutalité, mais il y avait beaucoup de femmes autour de vous. De grandes amours, en tous les cas. Oui, Vous les racontez. Oui, bien sûr, je les racontais. Mais notamment dans un livre que j'ai intitulé « Nous ne savons pas aimer ». Mais, vous savez, quel est l'adolescent à 18 ans, qui vit dans une chambre de bonne, qui n'est pas amoureux? Moi, j'étais... Ah, mais je crois que vous êtes un grand amoureux, beaucoup plus que la moyenne. Joué un grand rôle, mais je pense que l'amour a beaucoup de liens, de connexions avec la littérature. D'abord, parce que je crois qu'il y aurait très peu d'écrivains qui n'ont pas... Les passions pour les écrivains, c'est vraiment un élément essentiel. C'est constitutif de la littérature, et on pourrait dire que l'amour doit également beaucoup à la littérature. Je crois que les gens ont aimé parce qu'ils ont lu des livres. Voilà, et je crois que la naissance de l'amour... moins ils aiment. Mais c'est-à-dire qu'ils aiment d'une façon plus vulgaire et plus brutale que s'ils avaient lu. Quand on a lu La Chartreuse de Parme, quand on a lu Tristan et Iseult, on aime forcément d'une autre façon. Et je pense réellement que l'amour que nous éprouvons, eh bien, il a gardé des impressions, comment dirais-je, toutes des couleurs, des parfums qui viennent des livres qu'on a lus. Voilà. Et je peux même vous dire que, parce que vous dites que j'ai connu un certain nombre de femmes comme tout le monde. Vous allez me le reprocher, mais vous l'écrivez. Comme tout le monde. Oui, je l'ai écrit parce que écrire sur l'amour, c'est aussi une façon de se connaître soi-même. Je crois que l'importance que j'ai accordée à l'amour, c'est l'importance que l'autre accorde à Dieu. L'amour a été, comme disait un père de l'Église, il dit Dieu est la forme de mon espérance. Eh bien, l'amour a été la forme de mon espérance. Tout ce que j'ai aimé, c'est à travers la littérature. Voilà. Et que la littérature a été vraiment l'essentiel de ma vie. Et la grande chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire de cette passion une vie. C'est que j'ai pu à la fois vivre de mes livres et de mes articles dans les journaux. Donc c'est une très très grande chance dans la vie, c'est-à-dire n'avoir jamais eu le sentiment, un seul instant, que je devais travailler. Oui. J'ai le sentiment de n'avoir jamais travaillé. Ni le sentiment de l'ennui. Jamais le sentiment de l'ennui. Il y a trop de choses à lire pour qu'on s'ennuie. Mais surtout, ce qui est quand même assez rare, c'est de se dire, tiens, maintenant il faut que je travaille. Mais non. Pas question. Comme votre père d'ailleurs. Mais dites-moi, arrêtons-nous là-dessus. Que serait une vie sans littérature? C'est pas une question théorique. Beaucoup de nos contemporains ne lisent plus. Il faut les plaindre, il faut les exhorter. Je n'aurais pas ce regard. Bon, écoutez, je connais des jeunes qui refusent obstinément. Mais c'était vrai à toutes les époques. Vous savez, moi, à mon époque, quand j'avais 18 ans, nous étions dans une. Il y avait une quarantaine d'élèves dans ma classe. Nous étions 4 à être vraiment des fous de littérature. Et encore aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai quelques jeunes gens et jeunes filles de 20, 25 ans qui m'écrivent pour mes livres, qui quelquefois sont intéressés par ce que j'écris. Eh bien, je peux vous dire, je me rends compte que ce sont des gens très cultivés. À toutes les époques, il y aura des gens cultivés. Il y aura des gens qui auront la littérature, et qui deviendront des fous de littérature. Ce qu'il y a, c'est le climat général qui n'est pas favorable. Et on le sent bien, puisque c'est le climat de la télévision, le climat... Les valeurs sont les valeurs sportives aujourd'hui, c'est le foot, et on voit bien, il y a un matérialisme, parce qu'il y avait un lien très intéressant, sur lequel on n'a pas insisté, entre le spirituel, le religieux et le littéraire. Voilà. Et l'art. Et l'art, voilà. Et donc, parce que c'est un lien immémorial, et c'est sûr que, puisque l'art, au départ, a été, si l'homme s'est mis à dessiner sur les parois d'une caverne, c'est d'une certaine façon pour rendre hommage
à un dieu, à une puissance supérieure. Donc il y a toujours un lien entre le spirituel et l'art. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque très, très matérialiste. C'est effrayant à quel point le matérialisme nous a complètement, disons, envahis. Bon. Et ça, c'est vrai que la conséquence, c'est que c'est le caractère, la désaffection générale dans les familles. Comment l'expliquez-vous? Et il y a aussi la disparition de ces grandes familles qui avaient une tradition artistique très, très forte, qui invitaient, on le voit à l'époque de Paul Valéry, qui était invité partout, François Mauriac, qui avait des dîners chez des gens très riches, la Duchesse de La Rochefoucauld, Marthe de Fels, Paul de Beaumont. Tout ce beau monde fortuné invitait des écrivains, les faisait rencontrer avec des industriels. Enfin voilà, il y avait un mélange qu'il n'y a plus aujourd'hui, puisque ces grandes familles, en général, sont parties. Ils sont partis à l'étranger, elles ne sont plus là. Leur patrimoine un peu abandonné. Leur patrimoine c'est le cas du patrimoine familial. Vous m'avez dit, je ne sais pas si je peux répéter cette phrase, vous m'avez dit ça hors micro, elle est très cruelle. J'ai vu disparaître tout le patrimoine immobilier de ma famille. Oui, des maisons qui brûlent, des maisons qu'on si vend, vous voulez, des maisons... et je vous ai cité, j'ai cité la phrase de Monterland, et il n'y a de stable que la disparition des choses. Moi, vous savez, je ne vais pas me plaindre. Moi, j'ai vu en effet beaucoup de tableaux que j'ai vus chez ma tante Julie. Elle avait 13 Manet chez elle. Bon. Et beaucoup de choses chez mon grand-père, chez mes arrière-grands-pères. Mais vous savez, je pense à tous ces gens qui ont tout perdu. Je pense aux Russes qui ont quitté la Russie, qui ont tout perdu, tous ces gens qui ont été déplacés. Vraiment, il y a eu trop de gens qui ont tout perdu à beaucoup d'époques. Moi, quand je crois l'important, c'est d'essayer d'être attaché à ce qu'on ne peut pas perdre. Et ce qu'on ne peut pas perdre, justement, eh bien, ce sont les livres, c'est la culture, ce sont les œuvres d'art qu'on peut regarder dans justement les reproductions. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup de tableaux dans les musées, parce que je pense que c'est ça qui est important. C'est que les gens, les œuvres d'art puissent être à la disposition de ceux qui les aiment. Voilà. Mais je trouve que ce qu'il y a de formidable dans la littérature, c'est que vraiment, un livre, c'est un élément magique qui vous permet à la fois de vous comprendre vous-même, de comprendre tous ceux qui vous ont précédé et d'essayer de décrypter l'avenir. Donc, voilà, c'est ce qui compte. Les biens matériels qu'on peut perdre, ça fait partie de l'existence, puis il y a bien un jour... Tous les siècles ont été destructeurs. Et bien un jour, on va tout perdre. C'est le jour où on meurt, il n'y reste plus rien. Vos relations avec Jean d'Ormesson, donc vous les esquivez, elles ont été tumultueuses parce que vous vous êtes beaucoup engagé aussi. Pour des causes, tout le monde sait. Oui, mais pas seulement. Non, je crois que c'est, si vous voulez, une mes relations. J'ai écrit tout un livre, un dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson, où je raconte toutes les péripéties de cette amitié qui a commencé très tôt, à l'âge de 18 ans, puisque dans une famille où nous étions amoureux des deux sœurs. Bon. Et puis ensuite... Ah, c'était ça, votre amitié avec d'Ormesson? Oui, non, c'est le départ, mais comme il était plus âgé que moi, à ce moment-là, je le voyais passer dans cette famille, mais lui, il ne me voyait pas, si vous voulez. Et donc, je l'ai retrouvé plus tard, quand j'ai écrit un article dans le Figaro mais lui n'y était pas, sur Gabrielle Russier, en 69, et ce professeur qui était amoureuse d'un élève et qui finalement s'est suicidé. Et donc, il m'a téléphoné, et il m'a invité à déjeuner, et c'est là qu'a commencé notre amitié. Et je l'ai proposé à la société des rédacteurs, parce que j'étais militant à la Société des rédacteurs du Figaro, comme directeur du Figaro. Il se trouve que cette proposition a marché, il est devenu directeur du Figaro. Et là, nous avons eu des problèmes, parce qu'il n'était pas fait pour être directeur du Figaro, il n'était pas fait pour les choses matérielles. Et comme je m'étais beaucoup engagé dans des causes folles pour j'avais attaqué les compagnies pétrolières qui mettaient la France en coupe réglée. Et là, lui, c'était un homme qui était beaucoup plus patronal, puis qui n'était pas pour le charivari. Pour le scandale, voilà. Et donc, nous avons des difficultés. J'ai oublié de quitter le Figaro. Et puis, nous nous sommes retrouvés un peu plus tard. Et puis, à ce moment-là, il m'a aidé à revenir au Figaro à l'époque d'Hersan. Donc, je dirigeais le Figaro littéraire.
Alors là, notre amitié était sans nuage. Au contraire, c'est une des plus belles choses de ma vie, parce que l'amitié de Jean d'Amention, c'est une amitié extraordinairement gaie. Voilà. Nous rions énormément. On avait des conversations, comme vous imaginez, qui n'étaient pas médiocres, mais en même temps dans le rire. Vous lui avez consacré un livre d'ailleurs. Et dans de beaux paysages, notamment en Corse. Et on se baignait ensemble dans la baie de Saint-Florent. Et on riait tellement qu'on a failli se noyer plusieurs fois, parce que tellement on riait. Oui. Vraiment, c'était le rire entre nous, c'était... Et je me souviens, à chaque fois on se téléphonait, je ne sais pas, 3 fois par semaine, mais dès qu'il appelait, sa voix, immédiatement, on avait envie de rire. Voilà. On avait vraiment... C'était d'une gaieté, d'une joie, voilà. Mais alors, au passage, vous avez signalé une de vos premières batailles contre c'est pas mince, les compagnies pétrolières françaises. Ça, c'est tout vous, parce que vous dites que vous êtes chrétien et très héritier de la Grèce et épris de la liberté. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'avez pas calculé les inconvénients que ça pouvait représenter pour votre carrière que de vous attaquer aux pétroliers. Et vous y êtes allé. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, comme ça. Avec beaucoup de liberté. Oui, mais si on prend trop de précautions avec soi-même, avec les choses, à ce moment-là, on ne fait rien. On ne fait rien. Et moi, il y a beaucoup de gens qui ne font rien. Oui, mais ça les regarde. Mais si on ne fait rien, d'abord, on s'ennuie. Et puis, être journaliste, si on n'est pas un journaliste qui a envie de faire bouger les choses et d'aider les autres, à quoi ça sert? Ça sert strictement à rien. On devient un petit fonctionnaire et... On sombre dans la médiocrité. Donc, moi, ce n'était pas mon but. Donc, à chaque fois, j'ai pris des risques. Je savais très bien que je prenais des risques en attaquant les compagnies pétrolières. La preuve, vous avez perdu le Figaro. J'ai perdu le Figaro. Mais en même temps, j'y suis revenu. Et ensuite, au bout de 20 ans, quand je me suis à nouveau engagé dans l'affaire Omar Haddad, et que j'étais obligé une nouvelle fois j'étais viré du Figaro une deuxième fois, je savais très bien que ça m'amènerait des ennuis. Mais c'est cette passion pour la justice, si elle n'existe pas, la vie n'a pas d'intérêt. La vie est fade. Et quand je suis passé, parce que j'étais en plus condamné... Mais oui, vous avez été condamné après à 100 000 € de dommages et intérêts, et j'ai été traité de tous les noms à la 17e chambre par les magistrats. Eh bien, au fond, c'est une expérience. Et je savais très bien, en m'engageant dans cette affaire, que j'aurais des inconvénients. Mais ces inconvénients, vraiment, je ne regrette pas. Parce que ce qui compte dans une vie, c'est d'avoir assumé ses passions. Voilà, ses passions. Et comme journaliste, ma passion, ça a été essayer d'aider les gens qui étaient malheureux. C'est tout à fait votre père. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de très paternel dans votre manière d'être au monde, c'est-à-dire un peu d'indifférence aux conséquences matérielles, mais vous poursuivez ce qui est l'essentiel de la vie avec beaucoup de détachement vis-à-vis de tout le reste. C'est le portrait que vous faisiez de votre père, au fond. Oui, sauf que lui... Non, lui, ça pouvait être grave, parce que vous avez des conflits avec lui, on passe. Je dirais que mon père n'était pas inséré dans la société. Et c'est peut-être... Il m'a légué 2 choses. Une chose positive, c'était, disons, de l'amour de l'art. L'amour, se dire que la vie n'a aucun intérêt si on ne se consacre pas à l'art. Voilà, une passion. Cette passion, il me l'a légué. Mais il m'a légué, sans s'en rendre compte, autre chose, c'est d'être très différent de lui sur le plan de la société, de l'engagement dans la société. Ah oui, ça vous l'avez aimé. Lui, il était en dehors de la société, il ne la voyait pas. Il ne voyait pas la grande société. Il allait peindre sur la plage. Voilà. Il était complètement, d'une façon solitaire, marginale. Et moi, j'ai réagi à ça parce que je ne voulais pas connaître la vache enragée. À la fois, je voulais pas être riche, je voulais pas être entrer à la banque Lazare, je ne voulais pas devenir banquier ou notaire. Non, l'argent ne m'a jamais beaucoup intéressé. Mais ce que je voulais, surtout, c'était m'engager dans la société. Et c'est pour ça que je suis passé à un moment très rapidement dans la franc-maçonnerie. C'était vraiment un engagement... vous êtes passé dans la maçonnerie. Oui. Mais ça, c'était un engagement social, alors, pour le coup. Oui. C'était une recherche de sociabilité. Voilà, de sociabilité et donc... Et ça a duré peu de temps? Oui, ça a duré 2 ans, donc c'était... Ça vous a barbé un peu, non? C'était pas fait pour moi. Non, la franc-maçonnerie n'était pas faite pour moi, mais dans la mesure où j'appartenais à une famille
qui était très hostile à la franc-maçonnerie. J'ai été très heureux de connaître cette expérience parce que ça a levé un tabou, ça a levé, voilà, je me suis dit, voilà, j'aime ne pas avoir d'a priori sur les choses. Très bien, très bien. Mais enfin, donc moi, je me suis jeté à bras-le-corps dans la société, si vous voulez. On n'arrive pas à l'académie si on est passé à côté de la société. Donc, cette ambition, cette forme d'arrivisme que j'ai, je l'ai hérité bizarrement de mon père. Oui, en réaction. Oui. En réaction. Mais écoutez, un arriviste ne fait pas ce que vous faites. Un article violent contre les compagnies pétrolières, vous avez eu affaire à un cas d'un pauvre personnage spolié qui vous a touché, à Nice, je crois. Et puis Omar Haddad, excusez-moi, j'estropie son nom. Là, vous êtes jeté à corps perdu contre la justice. Donc, ne parlez pas d'arrivisme, s'il vous plaît, parce que personne ne fait ça quand il veut arriver. Je dis arriviste pour que vous me disiez le contraire. Mais vous dites vous-même le contraire. Pas, non. Vous avez attaqué la justice, d'ailleurs. Vous êtes dur avec la justice française. Vous trouvez qu'elle est souvent arbitraire, en réalité. C'était pas... Omar Haddad n'était qu'un cas parmi d'autres. Oui. Mais enfin, disons... vraiment, dans ces combats... j'avais besoin de ces combats parce que je trouve que ce qui est la faculté principale d'un homme, c'est l'indignation. Et je crois que... Ça, vous l'avez. Voilà, moi, cette indignation, je l'avais. Alors, en s'indignant, on court quelques risques, mais on court encore plus de risques en restant dans son coin, dans cette forme d'égoïsme qu'encourage la littérature, le fait d'écrire. Quand vous êtes un écrivain, vous êtes dans votre monde. Et vous avez tendance à, finalement, ne voir que ce qui intéresse cette œuvre, comme une femme enceinte qui ne pense qu'à son enfant. Elle oublie tout le reste. C'est encore une fois votre père, ça, qui est tout centré sur son art. Excusez-moi. Et moi, j'ai essayé de me détourner de ce caractère égoïste de l'écrivain. Égoïste, mais pas toujours, parce que quelquefois... il pense à son œuvre parce qu'il a la conscience de sa portée universelle. Hein, et puis moi, je ne donne de leçons à personne. Je peux très bien comprendre que des gens n'aient pas du tout envie de s'engager dans des combats sociaux. Ce n'est pas mon cas, mais je le comprends très bien. J'ai adoré Julien Gracq, qui ne s'était jamais lancé dans un combat social. Oui. Mais autrement, ces combats... Voilà, moi je suis très heureux de les avoir menés. Comme Mauriac, vous avez plusieurs fois cité Mauriac. Mais c'est vrai, je me sens... vous étiez proche de ce point de vue-là de Mauriac, qui s'engageait vraiment dans les combats politiques, pour le coup, en jouant une partie de sa notoriété, en se faisant beaucoup d'ennemis en tout cas. Vous avez fait des ennemis avec ces affaires judiciaires dans lesquelles vous intervenez, non? Oui, mais enfin, vous savez, il y a une grâce d'État qui fait que les coups qu'on prend, on s'en fiche. Voilà. Le résultat, c'est que vous entrez à l'Académie. Chose étrange, vous êtes élu pour la 5e fois, votre 5e candidature, 2 jours après la mort de votre père, justement, nous y revenons. Il ne vous a pas vu académicien. Et alors là, le combat continue, parce que vous nous dites, encore une fois, je fais référence à un entretien que vous avez bien voulu donner aux nouveaux conservateurs, à peine entré à l'Académie, vous vous engagez dans un combat qui était déjà en vous, dont vous faites un étendard, c'est la défense de la langue française contre le franglais. Vous êtes un peu déçu de ce point de vue-là par le côté moins combattant que vous eussiez voulu de l'institution du Quai Conti, n'est-ce pas? Non, toutes les institutions ont leur pesanteur, c'est comme ça. Et l'Académie française, qui a vraiment 3 siècles d'âge, et d'une vieille institution. Voilà. Moi, je considérais que le combat amené aujourd'hui, depuis 50 ans, depuis la libération, enfin pour dire, puisque c'est le moment où la civilisation américaine a envahi finalement la société française. Vous la pointiez, la civilisation américaine. Oui. Et qu'on a bien vu l'invasion par les films américains, par Disneyland, c'est invraisemblable. Je veux dire, pourquoi par la télévision. Par la télévision, par tous les moyens, il y a eu une colonisation américaine, et
avec cet aspect sur le plan de la langue très néfaste de l'arrivée du franglais dénoncé par le livre, très tôt, dans le livre d'Étiamble. Oui. Parlez-vous franglais en 63 ou 64, voilà, oui. Très ancien. Et donc, quand je suis entré à l'Académie française, je pensais que l'Académie allait, ce qui était normal, puisqu'elle cherchait de défendre la langue française, eh bien, immédiatement, être comme moi, vouloir à tout prix lutter contre cette invasion. Et disons, ça a été très modéré de son côté. Elle n'a pas répondu à ma passion. Comme vous êtes gentil, très modéré, très modéré. Elle n'a pas répondu à ma passion comme j'aurais souhaité qu'elle le fasse. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Je l'accepte en même temps parce que c'est une communauté. Et puis, moi, j'ai trop montré que je voulais rentrer à l'Académie pour maintenant jouer les déçus. Voilà. Oui, non, c'est normal. Mais ça ne m'a pas empêché d'écrire un certain nombre d'articles. Oui, assez virulents. Assez virulents pour dire à quel point je trouvais que les pouvoirs publics, c'est eux qui sont les vrais coupables. Mais c'est eux que vous voulez secouer, justement. Oui. Eh bien, les pouvoirs publics étaient indignes de laisser disparaître la langue française, qui, dans quelques années, la langue que nous avons parlée deviendra une langue morte. Donc, on est en train de voir mourir la langue française. Je vous ai vu plusieurs fois pessimiste sur le sujet. Nous glissons vers la situation anglaise, où vous savez que des auteurs du 19e ou du début du 20e, encore Meredith par exemple, sont traduits en anglais moderne et sont vendus, si on lit encore Meredith en Angleterre, dans une version traduite, parce que c'est plus le même anglais à un siècle, un peu plus d'un siècle d'intervalle. Ça arrivera un jour, la langue française, ça commence à arriver d'ailleurs. On traduit des classiques dans la langue d'aujourd'hui pour qu'ils restent accessibles. Ça veut dire que la langue s'étiole. Mais même dans le discours politique, il y a beaucoup d'hommes politiques qui parlent une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend plus. Oui. Parce que c'est une sorte de sabir avec un mélange de termes techniques et de termes de franglais. Alors racontez-nous 2 combats plus ou moins perdus au sein de l'Académie. D'abord, vous avez souhaité que, lorsque vous êtes rendu compte que les cartes d'identité seraient bilingues, vous avez souhaité que l'Académie, cette fois, marque le coup de façon spectaculaire et entreprenne une action en justice. Sur le fondement de la loi Toubon. Alors, moi, je n'étais pas le fer de lance de cette campagne sur la carte d'identité. Et qui était-ce alors ? Bon, c'est un ensemble d'académiciens qui ne maîtrisent pas moi, c'est pas moi. Il faut rendre à chacun... D'accord, mais qui, vous vous souvenez pas ? Mais en ce qui me concerne, non, parce que moi, je considère que le combat était plus vaste. Oui, oui. Le combat était... Et j'étais pas pour un recours en justice contre le Premier ministre. Voilà. Mais enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc moi, le combat que je voulais que l'Académie mène, c'est le combat en faveur de la loi Toubon. Voilà. C'est ça le principe. À peine respecté. Mais qui n'est pas du tout respecté. Et même les tribunaux... Quelquefois, il y en a. Il y a des tribunaux qui retrouvent la loi Toubon pour faire en sorte que les communications de tous les produits vendus soient aussi en français, avec au moins une traduction en français, c'est la moindre des choses. Mais cette loi Toubon a été édulcorée et est en train de passer à la trappe. Et ça, c'est la seconde bataille. Alors là, pour le coup, elle vient de vous, ne me dites pas le contraire. Vous avez suggéré qu'une commission fasse un état des lieux de l'usage du français et du mésusage du franglais dans le monde politique et les institutions publiques. Voilà, racontez-nous cette aventure. L'Académie... Elle s'achève ces temps-ci, d'ailleurs. Oui, donc il y a une commission, un rapport est issu de cette commission, remarquable d'ailleurs, qu'on peut se procurer sur Internet, sur l'invasion du franglais dans les institutions. C'est-à-dire voir comment toutes les grandes institutions françaises ne parlent plus vraiment français, mais parlent en franglais. Mais là où, à mon avis, l'Académie a manqué de courage, c'est que moi j'avais proposé qu'on soumette ce rapport
Au candidat. Au candidat à l'élection, la dernière élection. L'année dernière, en 2022. Et disons, pour des raisons que je ne comprends pas, parce que c'était la façon de populariser ce combat et de montrer à l'opinion que nous étions conscients de la gravité de l'invasion du franglais. Eh bien, l'Académie ne m'a pas suivi et... Vous avez demandé une conférence de presse. Oui, j'avais demandé beaucoup de choses. Pour populariser. Et c'est vrai que l'Académie freine un peu. Je ne sais pas pourquoi, c'est mystérieux, mais sur les pesanteurs. Vous savez, je ne suis pas là, je suis pas en train de me plaindre. Je dis que voilà, je dis que c'est dommage pour l'Académie de ne pas saisir ce combat qui va de... puisque elle a été créée pour cette défense du français, quand ce français est menacé, et qu'elle ne mette pas tout son poids dans la balance pour essayer de lutter contre cette dérive mortelle. Alors, nous arrivons hélas au terme de cet entretien, mais j'aime beaucoup converser avec vous, je dois dire. Vous l'avez fait 2 ou 3 fois à Radio Courtoisie, une de mes émissions. La question peut-être est un peu plus grave pour finir. Il faut défendre le français, bien sûr, très menacé, mais le français peut-il survivre longtemps sans la France? La grande question n'est pas aussi la survie comme nation indépendante, libre parmi les nations du monde, comme disait le général de Gaulle. Et n'est-ce pas là le cœur du cœur du cœur de ce qui nous reste à faire? La langue suivra, certes, la francophonie prend le relais. L'Afrique, le français progresse en Afrique, etc., etc., bien qu'il perde un peu de son unité, justement, que l'Académie a protégé pendant 3 siècles, même presque bientôt 4 siècles. Mais sans la France, si le socle est fêlé, c'est-à-dire la France, qu'arrivera-t-il et qu'avons-nous à faire? Est-ce que nous avons à contempler, Jean-Marie Roire, ce qui va arriver? Vous savez la phrase de Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la France? Alors, c'est vrai qu'il y a un lien extrêmement profond, difficile d'ailleurs à discerner, entre la France et la langue française. Et pour moi, la beauté de la langue française, qui est la beauté esthétique, est en même temps, puisque c'était la tradition justement de l'Antiquité, la reprise par le christianisme, oui. la vérité par la beauté. Par la beauté. Mais il y avait une vérité justement dans cette langue française qui a amené tellement d'hommes à se convertir au français. Je pense à Ionesco, à Romain Gary, à Sioran. Ma patrie, c'est la langue française, Apollinaire. Oui. Parce qu'ils avaient compris que c'était une langue très très belle, un chef-d'œuvre, mais qu'en même temps, c'était une langue qui était porteuse de valeurs. Principalement la valeur de liberté, la valeur d'universalité, et en même temps, elle avait cette valeur de tolérance. Voilà, je crois que c'est les 3 mots qui sont la langue française, qui sont la France. Et vous savez que la France, c'est quand même un pays qui a été le premier à interdire l'esclavage en 1315. Oui. Même avant d'ailleurs. Le sol de France, en tous les cas, rend libre l'homme qui le touche. Donc, c'est profondément cet esprit de liberté qui précède très largement la Révolution. Donc, c'est pas la Révolution qui a donné ce sentiment de la liberté. C'était en France. C'était vraiment quelque chose de français. Donc, c'est juste, je crois que c'est une erreur de la part du gouvernement, du pouvoir actuel, ce qui concerne la francophonie, de chercher maintenant qu'il y ait plusieurs Français, qu'on accepte que la France, que la langue française puisse être issue d'énormément de pays francophones. Non, je crois que le français doit partir de la France, puisqu'il incarne, si vous voulez, il y a un point central qui est cette source
des valeurs françaises. Voilà, mais puisque c'est le socle, que faire pour elle? Bon, attendez, moi je ne suis pas président de la République. Je vous pose une question. Non, je crois que la plus difficile qui soit. L'important, c'est d'essayer d'œuvrer, déjà de s'aligner. Déjà de s'aligner et d'essayer, autant qu'on le peut, de montrer que cette question de l'identité française, qui est tellement difficile à défendre, puisque nous sommes maintenant dans l'Europe. Nous sommes à la fois dans l'Europe, mais en même temps, on construit un porte-avions de 12 milliards. Et on se pas, bon, c'est un peu bizarre, mais enfin, on est dans pleine contradiction. Mais on est dans l'Europe, et vous savez bien que l'idée de nation s'effondre. Et je crains que la langue française et que l'Europe n'aiment pas la France pour cette raison. D'abord parce que c'est un État extrêmement fort, c'est le plus ancien État. Et ensuite, parce qu'il y a dans cette langue française une ancienneté, il y a une magie dans le monde. La France continue d'avoir une extraordinaire magie dans le monde. On l'a vu au moment, d'ailleurs, de l'invasion de l'Irak, quand Villepin est intervenu aux Nations Unies. Vous étiez heureux. On a vu, non mais, disons, c'était intéressant parce qu'on a vu... Le retentissement. Si mais ce combat que je mène, ce n'est pas un combat cocardier. Moi, je ne suis pas vraiment étroitement lié à la France, mais c'est parce que je considère que la France, justement, est une valeur universelle. Vous êtes par tous les pores de votre peau lié à la France. Vous êtes extraordinairement français. Oui, mais attendez. Non, je suis extrêmement français, mais vous ne m'empêcherez pas d'admirer énormément des peuples étrangers. J'admire les Indo-Chinois, bien sûr, tout peuple. Il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres. Mais en même temps, je considère que perdre cet acquis formidable de la France et cette image formidable acquise au cours des siècles, eh bien, c'est vraiment du gâchis. Voilà. Vous me faites penser à une phrase du général de Gaulle, pour finir, qui le disait à propos de l'Ecclésio, je crois. « Tout écrivain qui écrit et qui écrit bien sert la France. » Et vous êtes un serviteur de la France exemplaire, Jean-Marie Roy. Merci de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir reçus chez vous. Merci de nous avoir parlé de votre père et annoncé une exposition prochaine à la mairie du 8e arrondissement de Paris. On peut voir aussi des tableaux de votre père au Petit Palais. Et puis on lira ce livre, Entre père et fils, publié ces jours-ci aux éditions Gallimard. Tout est foisonnant chez vous. Continuez et servez la France par la langue comme vous le faites si bien. Merci encore pour votre accueil. Merci.